Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réaction à un trailer. Alors je sais, c'est la première fois que je vais faire une réaction à un trailer de série, et pas de film. Pour moi, cette série vaut un film. Et puis après tout, pourquoi exclure les séries maintenant des réactions, étant donné que j'ai aussi inclus les séries dans les vlogs, donc finalement, pourquoi maintenir cette séparation, quoi. D'un autre côté, je ne parlerai que de ce que j'ai envie de parler. Vous allez voir, là, on va parler de pas mal de trailers qui sont sortis. J'ai pas voulu faire une vidéo sur aucun de ceux-là. Celui-ci, pour le coup, il m'intéresse vachement, donc là, j'ai envie de faire une réaction vidéo. Donc voilà, ouais, je sais, je brise mes propres règles, encore une fois. Foutu Covid, et je fais une réaction à un trailer de série, mais franchement, la série m'intéresse. Il y en a beaucoup qui sont sortis ces dernières semaines. Apparemment, les studios américains ont décidé de reprendre un petit peu l'activité. Il se trouve que j'ai pas grand chose à dire sur la plupart d'entre eux, et j'aurai pas des réactions très intéressantes à la plupart des trailers. Il y en a un auquel j'ai envie de réagir et que j'ai envie de vous montrer, dont j'ai envie de parler un petit peu, c'est celui de Loki. Mais, histoire de les passer un petit peu en revue quand même, j'ai fait une petite liste. Dans les dernières semaines, on a eu les premiers trailers pour la Suicide Squad de James Gunn, qui s'annonce pas terrible du tout. C'est censé être drôle et classé R, et c'est classé R pour vite fait quelques petites scènes de gore avec Shark machin là, et surtout pour des blagues de cul qui sont pas drôles du tout. Tout le truc là où le mec dit je pourrais sucer toutes les bites qui sont sur la plage si c'était pour la liberté ou un truc dans ce genre, enfin c'est... Mon dieu quoi, le niveau. Le seul personnage que je trouve drôle dans cette bande-annonce, c'est Harley Quinn. C'est la seule qui a des répliques qui sont rigolotes, c'est la seule qui a des trucs un peu sympas à faire dans le trailer. You were gonna save me? It was a really good plan, too. Well, I can go back inside and you can still do it. Et j'ai l'impression que c'est la seule avec laquelle l'humour du truc passe bien, parce que pour le reste, les personnages, à chaque fois qu'ils ont fait une blague, mais j'étais Oh, for fuck's sake. à 6 pieds sous terre devant le truc, quoi. Mais c'est pas possible de faire des blagues aussi nulles et aussi peu inspirées et aussi peu intéressantes, quoi. Enfin, Any questions? And Yes, that is your hand. Very good. Bref. Il y a eu un trailer de Black Widow qui est sorti, donc c'est le 3e trailer, parce qu'ils avaient fini leur campagne de pub l'année dernière avant le confinement. Le film devait sortir quelques semaines après le confinement. Donc du coup, ils avaient en principe fait toute leur campagne, et là ils ont essayé de faire un nouveau trailer. Ils l'ont fait en faisant tout un montage avec des clips avec d'anciens films, pour montrer, vous avez vu, elle était dans plein de films, et maintenant ça y est, elle a son film à elle. Le problème c'est, ouais, trop tard. Et puis rien à foutre du sujet du film et de machin, et puis il paraît que ça pourrait introduire des nouveaux personnages, et puis une remplaçante à Black Widow, etc. Je m'en fous, complètement, quoi. On a aussi la bande-annonce de Space Jam 2, qui est sortie. Alors c'est un projet un petit peu particulier, mais c'est rigolo, j'en parlais avec Clapman quand on a fait notre vidéo sur la Snyder Cut. Je lui ai dit, s'il y a un mec qui est pas trop con, là, en ce moment, à Hollywood, il trouve un truc qui permet de mélanger plein de licences. Moi, j'étais parti sur Last Action Hero avec Schwarzenegger. Eux, donc, sont partis sur Space Jam. C'est le seul moyen de créer un équivalent à l'effet Marvel. C'est le seul moyen d'avoir autant de licences correctement installées qui peuvent avoir beaucoup de liens nostalgiques avec le public. C'est le seul moyen d'essayer de reproduire un petit peu le système du MCU, de développer un attachement avec tes personnages en voyant plusieurs films indépendants, et puis ensuite tous les réunir dans un truc, pour un truc où il y a déjà tout un tas de films indépendants, et puis réunir les tous dans un truc. Je sais pas si ça va être ultra intelligent ou pas, je sais pas quel commentaire ça va faire sur le truc. Est-ce que c'est plus intéressant que Ready Player One ou pas? Honnêtement, j'en sais rien. Ça m'attire pas des masses, pour être tout à fait franc. Mais je viens de découvrir que c'était produit par Ryan Coogler, et du coup, je me dis, ah, peut-être que ça peut être intéressant. Mais pour l'instant, ce que j'ai vu dans la bande-annonce, ça me donne pas spécialement envie. Mais j'aime bien l'idée de mélanger tous les trucs, toutes les licences Warner. Tu peux faire des trucs qui sont un peu aberrants, quoi, parce que au moins chez Warner, il y a plein de licences avec des personnalités très différentes, alors que chez Disney, c'est toujours un petit peu le même truc, quoi. C'est toujours quelque chose qui est lié à l'enfance. Donc là, du coup, il y a quelque chose qui est plutôt intéressant dans le fait de mélanger ces licences-là Warner, mais fondamentalement, ça m'intéresse pas vraiment, quoi. Le premier Space Jam, quand j'étais petit, j'avais trouvé ça cool vite fait, parce que s'il y avait les Looney Tunes, principalement, j'étais pas fan de basket, donc ça allait pas être Michael Jordan. Donc ouais, enfin, pas de vrai attachement à ce truc. Il y a eu une autre bande-annonce pour Cruella, qui ressemble toujours plus à Joker, une origin story pour la fille de Joker, un truc dans ce genre-là. Ça devient un petit peu plus clair, du coup, quelle va être l'histoire. Manifestement, il l'a traité un peu comme une méchante de comics, avec une identité secrète, elle a un masque et tout, apparemment la nana peut pas la reconnaître derrière son masque, etc. Pareil, je sais pas, ça m'attire pas spécialement. En fait, c'est vraiment l'idée de traiter le monde de la mode comme une mafia, mais une mafia à part entière, quoi. C'est un film qui parlera sans doute aux fashionistas, mais alors moi, m'en fous. On a eu un trailer pour The Hitman's Wife's Bodyguard, la suite de The Hitman's Bodyguard, qui était avec Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson. Et là, ils font une suite, du coup, avec Salma Hayek, qui était, il me semble, la femme de Samuel L. Jackson dans le film précédent, qui revient, du coup, et qui est un peu plus au centre du scénario. Honnêtement, c'est pas très... Enfin, moi, je m'en fous. Il y a quelques blagues qui m'ont un petit peu fait rigoler dans la bande-annonce, mais grosso modo, ça m'attire pas du tout. Déjà, le premier m'avait pas spécialement attiré, m'avait pas spécialement plu. Je sais que ça avait beaucoup plu au public, il y avait beaucoup de gens qui m'avaient demandé justement mon avis, parce que eux, ils avaient beaucoup aimé cette année-là. J'avais été désolé de leur dire que moi, personnellement,
rien, pas fait grand chose. Mais bon. Et il y a un trailer pour Army of the Dead qui est sorti de Zack Snyder. Ce que je trouve intéressant avec Zack Snyder, c'est qu'il est obligé, maintenant qu'il bosse avec le streaming principalement, plus que le cinéma studio, de se mettre au cinéma numérique, parce que le streaming n'a pas du tout les moyens de se payer des films en argentique. Il l'a fait pour les scènes post-génériques de Justice League, et là il le fait du coup pour Army of the Dead, qu'il a tourné en numérique également. Et c'est marrant en fait, tu vois que ce qui déplaît à certains réalisateurs qui aiment la pellicule, c'est justement la précision du numérique. Il supporte pas d'avoir une image aussi précise que le numérique, et du coup, qu'est-ce qu'il fait maintenant qu'il tourne en numérique? Il fait en sorte d'avoir du flou partout. Et donc Clapman m'avait dit dans la vidéo qu'on avait fait tous les deux que il aimerait bien voir un film entier de 2 heures fait avec dans le style de la scène de fin de Justice League avec le Joker, qui est le seul truc à peu près net, mais qui est net genre 10% du plan, parce que sinon il est dans le flou avec une caméra qui bouge et tout. Bah, Clapman, tu vas l'avoir ton film avec du flou partout, parce que il y a du flou partout, tout le temps, la profondeur de champ est ultra restreinte pour avoir une image qui du coup a beaucoup de défauts visuels et qui fasse le moins numérique possible. Je trouve que c'est un petit peu désagréable à regarder au bout d'un moment, moi personnellement. Je comprends pas ce refus du numérique, sachant que même les films qui sont filmés sur pellicule deviennent tellement précis une fois qu'ils sont scannés et traités et tout le bordel. Donc voilà, ça je trouve ça intéressant dans Army of the Dead. Après, le film lui-même, je sais pas, ça a l'air space. Je suis pas spécialement fan des zombies qui vont vite. J'aime bien dans 28 jours plus tard par exemple, mais quand ils commencent à associer à ça de l'intelligence et des trucs dans ce genre-là, ça devient un petit peu différent. T'as l'impression que c'est un film de zombies, mais traité à la façon de I Am Legend, dont il y avait une adaptation avec Will Smith, mais il y a eu plusieurs adaptations de cette histoire, The Omega Man ou des trucs dans ce genre-là. Ce groupe de monstres qui a finalement plus d'humanité qu'on le croit, quoi. Ça peut développer un folklore, un lore assez cool, mais je sais pas, j'ai du mal avec la voie dans laquelle s'engage le film. Mais alors moi du coup, parmi tout ça, tous les trailers qui sont sortis là dans ces dernières semaines, celui qui m'a le plus parlé, celui qui m'a le plus fait kiffer, c'est celui de Loki. La série s'annonce ultra créative, ultra sympa, avec un univers vraiment bien développé. Manifestement c'est un univers qui existe bien déjà dans les comics, la TVA, la Time Variance Agency, un truc dans ce genre là, la société qui permet de contrôler le bon déroulement du temps. On se demande un peu ce qu'ils foutaient dans Avengers, mais bon, les Avengers ont dit qu'ils ramèneraient les pierres, donc c'était prévu dès le début qu'ils allaient rétablir la timeline, sans doute. Peut-être pour ça qu'ils n'ont pas fait chier. Mais j'aime bien du coup tout le décor qui est développé, et j'aime bien le travail sur l'ambiance, notamment le côté un peu intemporel, c'est-à-dire de mélanger des trucs de SF qui viennent de plusieurs époques en même temps. Il y a un côté années 60, il y a un côté moderne, et ça s'entend également dans la musique qui est parfaite. Je trouve que c'est un très très bon trailer, notamment au niveau de la musique de trailer. Et j'espère retrouver cette musique dans la série parce que c'est la deuxième fois qu'ils utilisent une musique dans ce style, ces espèces de violon joué de façon extrêmement brusque, des notes extrêmement courtes aussi, et donne un côté tournoiement, spirale, des trucs qui déconnent, etc. Et le travail en plus avec la typographie du titre Loki qui change tout le temps, chaque lettre change avec un coup de violon, je trouve qu'il y a un truc qui est vachement sympa dans ce truc-là, et du coup, voilà, je pense que c'est plus intéressant de vous partager cette bande-annonce-là et de parler de ce truc-là que de parler du reste des bandes-annonces qui sont sorties cette semaine. Ce qui est quand même assez ouf, quoi. Je n'en reviens pas de la renaissance du MCU au niveau série télé. Elle était où, cette putain de créativité dans tout ce qu'ils ont fait? Vous allez voir. Alors, j'ai déjà vu la bande-annonce. Du coup, c'est une des seules réactions où j'aurais déjà vu la bande-annonce. Du coup, je vais plus parler de la bande-annonce que d'habitude. Mais vraiment, vous allez voir, enfin, je trouve que où étaient ces images, où était cette recherche de décor dans le MCU, quoi. Alors je m'excuse du coup, comme j'ai parlé pas mal au-dessus de la vidéo, si vous voulez voir à quoi ressemblera la série Loki, je vous conseille de regarder le trailer là séparément de la vidéo, parce que moi du coup je vais pas mal parler devant le truc, et vous aurez du mal du coup à suivre l'histoire et à avoir un résumé, du coup avoir une idée précise, parce que je vais parler au-dessus de tous les dialogues, quoi. Alors, on commence tout de suite avec cette arrivée d'ascenseur qui est plutôt cool. J'aime bien le style de l'arrivée, les petites molécules qui ont l'air de flotter comme ça, puis qui ensuite ouvrent le truc. La musique au thérémine, je trouve ça génial. The timekeepers have built quite the circus. Avec du coup ce décor vachement intéressant, avec donc là on a un truc qui fait très soviétique presque. Là on a du coup un décor, regardez-moi ce plafond avec ces ronds partout, ces lignées de ronds. Ça fait un truc génial quoi, au niveau des perspectives, au niveau des points de fuite, ça fait une image qui est super bien composée, qui est super cool. Et donc ouais, on a un mélange de tout un tas d'époques comme ça, et on a du coup un résultat qui évoque un petit peu, vous voyez dans tout cet appareil là, le côté un peu Brésil de Terry Gilliam. Ces petits écrans perchés sur le bout d'un câble, le fax là qui s'inscrit au fur et à mesure avec le papier qui descend du plafond et tout. Je trouve ça génial et j'adore l'idée comme ça du signer tout ce que vous avez dit, la musique. The proper flow of time. You picked up the Tesseract breaking reality.
Là, l'habillage au niveau des couleurs, il est aussi vachement intéressant. C'est des couleurs très 60s, ce rouge, les marrons, les trucs dans ce genre-là, mais c'est intéressant. Regardez-moi ce décor, comment il joue sur la profondeur du décor. Quand est-ce que vous avez vu un décor traité comme ça pour la dernière fois dans le MCU? Même quand ils font des trucs genre la forge, stellaire et tout le bordel, c'est pas aussi impressionnant, c'est pas aussi cool. La musique est géniale. You really believe in this Loki variant? Luckily, he believes in himself enough for the both of Les us. images aussi qui montent sont vachement belles, les images de destruction là qu'on a vu de la ville, elles étaient cool. Le travail des couleurs aussi, il y a beaucoup de lieux dans cette bande-annonce qui sont éclairés avec cette lumière violette comme ça, je sais pas ce que c'est ce lieu. Mais au niveau de l'esthétique, super cool, et j'ai beaucoup aimé, c'est sympa la réplique qu'il fait là, c'est adorable que vous croyez pouvoir me manipuler. Le personnage revient vraiment à ce qu'il était à l'époque de Thor 1 et 2. Du coup, il a plus toute la progression qu'il a eue depuis. Loki, I've studied almost every moment of your entire life. You've literally stabbed people in the back like 50 times. Petite lampe verte, enfin, le scène des 60 est génial. I never do it again. Donc ouais, on revient un petit peu au Loki original, quoi. Ça, ce plan, il est super bizarre, le plan, on verra un petit peu plan par plan, mais... Vous voyez la typographie du coup qui change, la musique non, cette musique, je la trouve super cool. Cette bande-annonce, honnêtement, je l'ai vue au moins une dizaine de fois, quoi. Vraiment, quoi, je trouve que la musique rend super bien, que le rythme est super bon et les images sont super belles. On a vu là en 2 minutes plus de personnalités que le MCU n'a eu dans 22 films. Exception faite peut-être de Black Panther. Au niveau, ne serait-ce que de la musique de Black Panther, par exemple, qui ressort beaucoup plus que n'importe quel BO de n'importe quel film du MCU. Mais honnêtement, enfin, là, j'ai vu un truc ultra créatif, ultra intéressant, je suis intrigué par l'univers. L'intrigue a l'air intéressante, alors c'est risqué d'utiliser Loki pour résoudre des problèmes dans le passé, surtout si c'est sa personnalité du coup de l'époque, entre Thor 1 et 2, quand il est encore vraiment principalement un fils de pute et qu'il a pas encore eu son parcours de rédemption auprès de Thor. C'était le moment où il était le plus drôle. Moi, c'est le Loki que je préfère, c'est le Loki de la phase 1 du MCU, c'est le Loki du premier film, c'est le Loki de Avengers qui arrive en faisant NEO devant tout le public et tout. Ça, c'est le Loki que j'aimais bien, quoi. Par la suite, c'est devenu vraiment, c'est le running gag qui meurt jamais, par exemple. Et puis, il fout un peu la merde dans certains trucs, mais même dans Thor 3, par exemple, dans Thor Ragnarok, il était pas spécialement intéressant dans l'histoire. Le moment où il était le plus drôle, c'est justement quand on faisait une allusion à Avengers, quand il voyait Hulk arriver dans le truc et qu'il était... I have to get off this planet. Donc ouais, je trouve que la série, visuellement, a l'air vachement intéressante, et au niveau de l'histoire, c'est vachement intriguant, j'ai vachement envie de savoir où est-ce qu'ils vont aller. Donc pour revenir vite fait sur quelques images, on a ce carrelage ultra 60s, 70s, avec cette teinte orange un petit peu dégueulasse, un peu terre cuite, un peu rougeâtre par autre endroit, avec cette lumière qui est très particulière parce que c'est une lumière qui est faite juste pour dessiner les contours du mur. Je sais pas où est-ce qu'elle est foutue exactement la lumière, mais elle éclaire de façon intéressante. Elle éclaire par en dessous, c'est ça qui est bizarre. Alors que en principe la lumière arrive par au-dessus. Donc il doit y avoir un truc pour rehausser l'éclairage sur ces trucs pour qu'on découpe bien du coup les reliefs du carrelage, qui a l'air d'aller dans tous les sens d'ailleurs, parce que je vois pas le motif vraiment se répéter dans ce truc là, donc c'est un peu frustrant presque, t'arrives pas à trouver tes repères. Et donc on voit qu'ils débarquent avec un flic qui l'a arrêté avec le Tesseract, donc déjà ça veut dire qu'ils sont quand même très puissants les mecs de la TVA, plus puissants que Loki manifestement. Cela dit, Loki avait déjà quelques trucs pour le retenir il me semble, enfin bon, bref. Et ils ont réussi à le choper avec le Tesseract, donc du coup déjà ils ont de la rigueur, parce qu'ils arrivent à choper le truc sans l'utiliser manifestement pour faire des conneries, ça les fait même pas exploser, s'ils ont des gants ça reste suffit pour... pouvoir prendre le Tesseract dans la main comme ça. A priori, ce qui est rigolo, c'est qu'ils l'ont chopé immédiatement quand il est parti en fait de la première timeline. Je crois parce que dans la première annonce, il y a un truc où on le voit atterrir sur une planète de sable. Je pense qu'il va faire le con vite fait avec le Tesseract et il va se faire très vite arrêter, genre à la fin de l'épisode 1 ou dans les 10 premières minutes de l'épisode 1. Il va pas rester trop longtemps à faire des conneries non plus avec son Tesseract quoi. Donc ça peut être intéressant au niveau de l'histoire déjà de voir où est-ce qu'ils ont repris le truc. Et ce que j'aime bien, c'est que ils sont pas en train de refaire la timeline, ils sont pas en train de le réinsérer dans la timeline véritable du MCU. Alors j'attends de voir comment est-ce qu'ils vont terminer la série, mais a priori il évoluera sur une timeline parallèle quoi. C'est au moins le Loki de cette timeline là est mort définitivement, pour une fois c'est un truc complet, et on fait une histoire qui manifestement aura assez peu d'interaction avec l'histoire principale du MCU. Je vous avoue que par contre je sais pas spécialement pourquoi la contre-plongée. Je sais pas si c'est le meilleur plan possible, c'est un plan qui le met quand même plutôt en position de dominance. Peut-être c'est pour montrer qu'il est quand même en contrôle malgré le fait qu'il soit arrêté. Donc ça, je vais pas le refaire à chaque fois, mais parce que j'en ai parlé dans l'autre plan, mais ces plafonds, par exemple, rien que ce travail des plafonds, déjà c'est rare de voir un plafond dans une série ou dans un film, parce que généralement c'est des décors en studio et les plafonds sont pas construits. Et si on tourne dans des décors réels, généralement on évite quand même un peu de les montrer. Les espaces sont rarement assez grands pour qu'on puisse voir le plafond. Là du coup, on voit le plafond, et ils ont fait un jeu parfait avec le plafond en cherchant du coup cette pièce ultra 60s. C'est probablement du décor réel, je sais pas s'ils l'ont créé. Mais si ça doit être un décor réel, ça doit être des locaux qui existent pour de vrai, comme nous on utilise
les locaux du Parti communiste, je crois, ou un truc dans ce genre-là, pour faire une espèce de salle de réunion futuriste. On aime bien utiliser ce truc-là, le truc en béton. Donc sans doute qu'ils ont utilisé un décor préexistant, mais c'est vrai que ça fait un truc qui... Enfin, déjà, rien que ce décor a plus de personnalité que les 3/4 des décors qu'on a vus dans le MCU, quoi. Même décors fantaisistes, etc. Donc, c'est déjà pas mal, quoi. Ce travail du orange avec du marron. Là, encore une fois, on retrouve les teintes des couleurs 60-70. Et le vert, quelque part, la couleur de Loki, le vert est aussi une couleur des années 60-70. Couleur qu'on a beaucoup arrêté d'utiliser à partir de après les années 80. Alors ça, déjà, cette espèce d'énorme bureau, je le trouve vachement sympa. C'est probablement cet hôtel qui a justement une architecture absolument ouf, parce que ça fait... Enfin, il y a énormément de niveaux et ils sont organisés en arc de cercle. Ils ont différentes profondeurs. Enfin, ça fait un découpage qui est vachement intéressant pour créer du coup un lieu qui a vachement de personnalité et puis qui est vachement impressionnant en lui-même, quoi. Tu vois ces bureaux absolument gigantesques, labyrinthiques, ces 3 statues gigantesques aussi qui traînent un peu partout, qui sont apparemment donc les gardiens du temps, les originaux, ceux qui ont créé du coup ce truc. Il y a quelque chose de mystique en même temps. Tu vois qu'il y a un lore, il y a quelque chose qui est vachement développé. Donc du coup, c'est un univers qui d'office a l'air vachement intéressant, quoi. Et puis ça permet des plans qui sont magnifiques. Enfin là, il y a une symétrie dans la composition, avec les escaliers en colimaçon des deux côtés, les lignes qui se réunissent bien, les 3 statues bien au milieu qui sont bien... bon, elles se répondent pas l'une l'autre, parce qu'elles sont toutes dans la même position avec la même main dans le truc, mais ça fait quelque chose du coup de visuellement qui est vachement intéressant, avec malgré tout une économie de couleurs. C'est du blanc crème, un peu sombre, avec du noir. Ça donne quelque chose qui est vachement intéressant. Et puis il y a cette lumière bizarre aussi qui arrive par derrière. Il y a ces 2 halos de lumière qui brillent sur les côtés. Ça donne à l'endroit un côté irréel un petit peu, quoi. Donc là, un plan qui fait une rotation sur son axe. La caméra tourne sur elle-même. C'est un mouvement qu'on fait assez rarement finalement au cinéma. C'est l'un des derniers films dans lequel je l'ai vu, c'était Upgrade, où ils avaient eu une très bonne idée pour rendre le truc intéressant, mais je vous laisserai vous intéresser à Upgrade pour en savoir plus. On retrouve à nouveau un travail des décors qui est vachement intéressant. Là, du coup, on travaille spécifiquement les couleurs dorées et noires. Donc il doit y avoir un côté d'opulence, de direction, de patron. Manifestement, on est quand même dans les bureaux de la TVA, parce que il y a des visages des gardiens du temps, je crois, sur les côtés, et puis il y a il y a le logo TVA ici, et puis il y a une horloge. Ça doit être le côté VIP, ou là où il y a les gros pontes de l'entreprise, quoi. Énormément de personnalité par rapport à ce qu'on a pu voir dans les films du MCU, même des films d'époque, comme par exemple le film Captain America, qui a pu se dérouler... Enfin, qui aurait pu avoir des décors qui seraient un peu dans ce genre-là. C'est un peu une évolution de l'art des années 40-50, quoi, au niveau de l'architecture. Et malgré tout, non, jamais. Et là, vous voyez, il suffit un ascenseur qui est bien découpé avec quelques lignes au-dessus qui refont son contour, quelques lampes bien alignées, un truc un peu doré, et puis voilà, ça a de la gueule, quoi. Un peu beaucoup de fumée, cela dit. Il y a quelqu'un qui fait cuire un truc là dans les couloirs. C'est sans doute pour donner du coup une atmosphère. Ça fait aussi peut-être que pour faire très années 60, les gens fument dans les locaux parce que c'est encore autorisé. Je sais pas, mais il y a beaucoup de fumée quand même dans ce truc. Mais c'est pour donner de l'atmosphère et de l'ambiance, quoi. Et puis c'est pour travailler aussi la lumière pour qu'elle soit moins directe. Des lumières de bureau, parce que ça doit être un couloir de bureau ou un truc dans ce genre-là, quoi. Généralement, c'est fait pour être très direct, taper très fort, très dur. Et si tu veux du coup faire un film, ça peut être intéressant d'essayer de les diffuser un petit peu et de les rendre un peu moins sèches. Là aussi, on a un très joli plan avec un très beau contraste de couleurs entre la voie marron qui est derrière et puis la couleur pierre sombre, très grise qui est sur le devant. On a un petit contraste du coup qui est intéressant, tout en restant dans cette gamme de couleurs années 60-80. Ici, on peut voir qu'il y a un très grand angle parce que vous voyez les lumières sur le côté là, elles sont en train de partir en courbe. Le trait est pas tout à fait droit, il est à peu près droit, hein, ils s'en sortent pas mal, mais c'est un tout petit peu courbé, très légèrement courbé quand même. On peut maintenant le corriger même numériquement cet effet-là, mais c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter de plus en plus avec nos focales actuelles. Mais vous voyez là aussi, enfin le plan a un travail des lignes qui est vachement intéressant. C'est marrant parce qu'entre le sol noir et puis la limite des lumières, c'est comme si Loki était inclus dans une bande comme ça, vous voyez, une bande de lumière. Ça fait un peu peut-être un découpage de BD presque, qui essaierait de recadrer du coup le truc. Mais donc ouais, le travail des points de fuite là entre le carrelage qui est au sol et puis les lumières qui sont au-dessus et tout, qui s'opposent un petit peu, ça fait quelque chose de vachement intéressant. Puis en plus il y a des points de fuite et des lignes avec l'image, la fresque qui est derrière. Donc il y a quelque chose qui passe vachement bien là aussi. Et puis encore une fois, vous voyez le travail des motifs au sol et les couleurs jaune dégueulasse, orange, marron, noir. On reste toujours dans ces codes couleurs là, quoi. Avec un côté un petit peu moderne, un petit peu bleuté, verdâtre qui arrive sur le côté là avec le couloir. J'en ai déjà parlé, mais je rajoute quand même le côté les lignes dans le décor. Ils essayent non seulement d'avoir les lignes au niveau du plafond, mais aussi par rapport au sol. Vous voyez tout le truc, la ligne d'attente avec tous les poteaux qui sont bien alignés, bien parallèles. Et puis les bandeaux qui relient les trucs entre eux, qui font certaines lignes parallèles à certains endroits. Ils travaillent beaucoup du coup les perspectives, les lignes. Sans doute il y a un côté un peu emprisonnement sans doute à ce moment-là aussi parce qu'il est un peu contraint de partout.
Puis il a sa tenue de prisonnier. Là, il y a un contraste qui est assez saisissant avec un rouge et un marron qui est presque vert. Et du coup, comme le vert et le rouge sont deux couleurs opposées, ça fait du coup un contraste qui est vachement prenant dans l'image, mais qui en même temps prend pas le pas sur le personnage parce que du coup, il est assez atténué par la lumière qui est assez diffuse. Donc il y a un truc qui est très intéressant là au niveau du choix des couleurs. Là aussi, la composition est vachement intéressante. Il y a la boule dont le dos colle pile poil au milieu avec ce design d'ordinateur qui mélange du coup justement ce côté vachement rétro et vachement futuriste. Il y a un côté le futur tel qu'on l'imagine dans les années 60 ou un truc dans ce genre-là, enfin, ou justement avoir pris des technologies des années 60 et les avoir réutilisées. C'est ultra compréhensible qu'ils aient pris des technologies des années 60 parce que regardez ces designs, quoi. Les années 60-70, au niveau des designs d'équipements, de technologies et trucs dans ce genre-là, c'était une des plus belles années, quoi. C'était une époque où les objets étaient vraiment eux-mêmes artistiques. On essayait vraiment de les développer comme des formes d'art. On aimait beaucoup les boules, les formes rondes, les couleurs très pétantes, etc. Alors qu'aujourd'hui, on est plus dans l'épuré et le minimaliste. Vous pouvez voir que dans cet enchaînement de plans là, comme c'est un enchaînement qui va assez vite, vous pouvez remarquer en fait, ils ont fait en sorte que l'attention soit toujours concentrée au milieu du cadre. Les éléments sont toujours au même endroit en fait. La caméra bouge au début pour aller le récupérer, puis on a un cut sur le chat, puis on a un cut sur lui, puis on a un cut sur lui. Ça change beaucoup d'angle de vue, et donc pour que ton regard se perd pas trop, Mad Max avait fait la même technique. Tout est centré exactement au même endroit dans le cadre, donc comme ça tes yeux ont pas trop à chercher pour retrouver l'image et continuer le fil du récit visuel en fait. Il le trouve toujours au même endroit, donc il a pas trop d'efforts à faire, même si l'image bouge et même s'il y a pas mal de cuts. J'adore le casting de ce mec. Il est parfait dans la tête qu'il fait là quand il est... il a une tête qui est absolument géniale et il fait vraiment le mec le rouage dans une machine gigantesque et tout. Enfin, il y a un truc qui va super bien. Et puis le délire avec les chats aussi passe bien. Et c'est un flair Ken. Et puis vous voyez du coup dans le contre-champ sur Loki, ils habillent un peu du coup le décor de fond en rajoutant une lumière qui, dans le décor, n'a aucun sens. Il y a rien dans le... Je reviens vite faire en arrière, mais... Non, il y a absolument rien de l'autre côté du plan, dans le contre-champ, qui justifierait d'avoir cette lumière, ce reflet de lumière jaune qui est derrière lui. Il n'a aucune raison d'être là. Vite fait, peut-être la machine là qui est en bord du cadre, qui doivent utiliser pour justifier dans l'image une présence de lumière. Mais en vérité, pour avoir un reflet à cet endroit-là, il faut que la lumière elle soit projetée en face, quoi. Ça ressemble à une bande LED qu'ils auraient collé du coup dans le mur d'à côté, puis qu'ils auraient éclairé, juste pour du coup modifier le dégradé qui est derrière Loki, ne pas juste avoir un dégradé gris un peu moche et essayer de l'habiller un peu plus, et essayer de faire en sorte aussi qu'il se détache un peu plus du truc, parce que avec son costume gris sur fond gris, c'est sûr qu'il aura un petit peu de mal à se détacher. Donc même un petit plan comme ça, même un tout petit truc, c'est aussi pensé et réfléchi. Et encore une fois, dans ce plan-là, on le retrouve vachement bien parce que l'endroit est super petit, donc on avait probablement besoin d'une focale courte pour élargir les distances dans le cadre et pour pouvoir cadrer plus, alors qu'on a un lieu très restreint pour placer la caméra. Et du coup, on voit que, vous voyez très bien, enfin la porte, elle est presque droite au-dessus de lui, mais dès qu'on dépasse la porte, c'est comme si c'était en angle, alors que le mur est bien plat, quoi. Je vous le dis, le mur est bien plat. C'est pas du tout une courbe, c'est pas machin, c'est juste l'optique qui déforme les lignes droites. C'est vraiment le genre de musique qui me donne envie d'être chef d'orchestre, quoi. Donc là aussi, joli plan large, plutôt bien composé, lumière très diffuse et tamisée, donc au point où ça devient même un petit peu difficile à lire à certains endroits, travail des lignes avec les points de fuite, avec le truc qui est au-dessus, là. Et puis encore une fois, c'est même code couleur, marron, blanc, crème et orange. Là, on le voit très bien, parce que vous avez presque une sélection, dans les écrans, vous avez presque une sélection, un résumé chromatique des couleurs du show, en fait. Vous voyez, cette espèce de beige, cette espèce de marron orange, marron tout court. Et puis il y a les petits bureaux sur le côté pour faire un rappel de orange à nouveau. Donc et encore une fois les points de fuite. Donc après vraiment c'est le fond de la salle là qu'on a vu tout à l'heure. C'est le même toit en tout cas. Là du coup c'est un plan un peu plus large sur cette même pièce qu'on a vu tout à l'heure. Les lignes droites devenues courbes. On a ce côté ultra symétrique du coup dans le décor qui se reproduit très bien sur les côtés. Et puis on a du coup ce découpage en cubes sur le plafond qui amène des lumières en cubes sur le sol. Et vous voyez c'est les lumières qui sont posées un petit peu comme un damier presque sur le sol. Rien qu'au niveau de l'éclairage de la pièce. Le truc est vachement audacieux et vachement joli, quoi. Ce béton moulé, il y a des petites formes de bois, de lattes de bois dans le truc, donc c'est du béton moulé, a priori, béton coffré, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui fait donc un gris vachement intéressant. Il y a ce rouge qui est ultra pétant, encore une fois, je vous dis, le gris du béton, il tire un tout petit peu vers le vert, donc ça fait une opposition très marquée entre le rouge et le gris. En même temps, le rouge, c'est aussi une couleur qui pète vachement. C'est marrant comme décor, ça me fait penser au jeu Mirror's Edge, qui indique le chemin à emprunter avec des murs qui sont plus colorés, du coup, que le reste. Donc, putain, mais pourquoi est-ce que Marvel fait pas ça dans tous ses films, quoi? C'est vraiment la question que je me pose quand je vois ces trucs. Je dis, putain, c'est sur la série, vous allez devoir tourner 5 à 7 minutes, voire 10 minutes utiles par jour, que vous pouvez vous casser le cul à faire des efforts créatifs et visuels et au niveau de la musique et tout. Enfin, c'est
C'est dingue, quoi. Et encore une fois, sur le plan Ils vont partir, on retrouve la même collection, marron, beige. Et alors du coup, j'ai l'impression que ces couleurs vont vraiment être réservées en fait à la TVA elle-même. Parce que vous voyez que dès qu'on sort de la TVA, on a d'un seul coup un rappel de couleur bleue dans l'image. Mais cela dit, on voit avec le plan suivant... Ça rend trop bien. Je vais le laisser au montage, mais j'adore démarrer du coup la musique et ce pile poil au moment de l'envolée. Mais vous voyez que le bleu, ça revient vachement avec cette entreprise. Peut-être que c'est cette entreprise-là qui pose problème, plus que Loki, je sais pas, c'est bizarre. Je remarque dans cette image, mais c'est le truc tout con, mais vous voyez à quel point les portes interagissent bien avec le décor, comment cette lumière là arrive sur le sol, pour simuler du coup l'ouverture de la porte, c'est sans doute un truc à la con, c'est probablement un kino, qui sont les tubes de lumière qu'on utilise sur les tournages, qui est simplement juste au-dessus du sol avec peut-être vite fait un cadre pour limiter l'éparpillement de la lumière et faire un truc qui arrive un peu plus en douche, qui est placé là où devrait être la porte, et puis il rajoute la porte numérique ensuite au-dessus, quoi, mais c'est tellement bien du coup inclus dans le décor, ça répond tellement bien au truc, enfin c'est vachement... c'est ça qui fait que les effets spéciaux sont bien intégrés et rentrent bien dans l'univers, quoi. Ici avec Loki, on est arrivé dans un couloir, bon il y a pas grand chose du coup très intéressant à dire pour moi, le béton un peu poli sur le côté, ou coffré aussi on dirait. Les lignes à nouveau, apparemment il y a plein de points de fuite dans ce truc, mais on retrouve un petit peu une teinte verte là encore, et du coup on a l'impression que c'est plus le passage très Loki, quoi. Ça, par exemple, niveau plan qui est vachement impressionnant et pas très compliqué à faire d'ailleurs au niveau série télé, parce que c'est grosso modo juste une matte painting au fond, hein. Je pense qu'il y a à peine une simulation de 3D là-dedans, mais ce plan en grue, du coup, qui se rapproche petit à petit du sol en travelling avant, avec en même temps la grue qui se baisse, et qui se relève, du coup, pour passer d'une plongée à une contre-plongée sur la ville. Ce sera probablement un plan de révélation, c'est vraiment le moment où il va revenir dans le temps, il va arriver à cette période, il va être allongé dans le sol sans se rendre compte de ce qui est autour de lui, et probablement que la caméra va le suivre pour se relever, et ça fait un reveal, du coup, la révélation du décor qui est vachement intéressante, et comme tu le mets en contre-plongée, ça montre aussi le côté imposant de cette destruction, quoi. Cette destruction prend le pas sur tout le reste dans l'image, la seule idée que t'as en voyant ce cadre, c'est destruction. Ça doit être du coup un futur où Thanos a réussi à envahir le monde avec sa première attaque, les Avengers sont perdus, etc. Et je suppose que lui, ça doit pas l'intéresser que le futur soit comme ça, parce que lui, il voulait régner, il voulait être célébré, il voulait être vénéré. S'il reste plus personne le vénère, quoi. Donc c'est probablement pas le futur qu'il veut non plus. Donc voilà, je sais pas exactement comment est-ce que ça va rentrer en jeu, mais je trouve que le plan est vachement intéressant. Donc là aussi, sans doute un décor de la TVA, on a à nouveau les 3 maîtres du temps qui sont en statue derrière là, mais en statue de marbre noir, donc il y a quelque chose d'intéressant, et puis on retrouve à nouveau donc ce code couleur, noir, orange, crème, marron. C'est vraiment les couleurs principales de la TVA, quoi. Là aussi, un plan qui joue pas mal avec les lignes, au moins sur le fond, quoi, parce que les lignes du couloir sont totalement diffuses, parce que le couloir est très réfléchissant et vachement dans l'ombre, mais il y a les lignes au moins sur le fond pour bien distinguer du reste, et qu'on n'ait pas l'impression que c'est juste 4 murs de couleur unie, quoi. Ça rend bien aussi, puis elle est juste sous la lumière pour avoir du coup une belle lumière en douche qui arrive bien sur son visage, et qui permet quand même de voir ses yeux. J'arrive pas à voir s'il est en face, si c'est un champ contre champ, ou s'il est au même endroit parce que c'est la même porte, c'est le même mur au fond, je sais pas, c'est bizarre. Et donc là, on arrive dans ce décor un peu particulier, on commence à avoir des couleurs un peu étranges. Vous voyez, cette pièce, elle est éclairée en vert, mais vert néon, quoi, et puis en violet néon également, quoi, ou peut-être en rouge et en bleu qui se mélangent pour faire du violet quelque part. Et du coup, je suis intrigué, j'aimerais bien savoir ce que c'est, je trouve ça peut être intéressant dans l'histoire et tout. Ça peut être un nouvel univers intéressant, comme la ville dans laquelle qu'on voyait dans Ragnarok, par exemple, qui est un univers très intéressant aussi. Ils ont des masques très 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 chelous. On dirait, ça me fait penser à un animé où, je sais pas si c'est un animé japonais ou américain, un truc d'animation américain qui s'appelait La Patrouille des Aigles. Ça me fait penser à ça au niveau des casques. Je sais pas du coup ce que c'est ce truc. C'est probablement des soldats du coup les mecs parce qu'ils ont des casques au-dessus du truc. Puis toute une combinaison bleue avec du rouge on dirait sur le côté. Là aussi il y a des choix de couleurs très audacieux. Est-ce que ce serait pas un Nowhere ça, avec cette couleur un peu Gardien de la Galaxie? Est-ce que c'est un endroit où ils sont en train manifestement d'extirper je ne sais pas quel matériel? Est-ce qu'ils sont en train de sortir du vibranium quelque part dans le Wakanda? Ça ressemble à je sais plus comment ça s'appelle la planète Kessel, je crois. Dans Solo Star Wars Story, ça ressemble à la planète Kessel où ils extraient la fumée qui va servir au film et à l'éclairage du film. Vous pouvez voir, même dans ce décor-là, ils ont trouvé un jeu de lumière intéressant, parce qu'il y a donc ce décor qui a l'air très violet, et en même temps il y avait une tente qui était ultra orange. Le orange et le bleu sont des couleurs qui sont assez opposées, mais du coup, comme les couleurs sont bien saturées, enfin, ou bien vibrantes,
ça ressort encore plus, quoi. Là, ensuite, on a ce plan qui, encore une fois, travaille sur un mélange du noir et du doré. Je me demande si c'est pas le méchant qui est symbolisé par du noir et du doré, c'est pour ça qu'on le voit dans des décors noirs et dorés, qu'on voit là, du coup, la nuit avec cette porte dorée qui s'ouvre, etc. Là, à nouveau, le retour de cette lumière violette. Bon, ça fait très décor de Star Trek, première génération, hein, ça fait un petit peu de truc en studio, mais c'est plutôt cool. Et puis il y a une opposition, du coup, avec une deuxième lumière, il y a une lumière qui est plus jaune, qui arrive sur le côté, qui est peut-être plus naturelle, plus réaliste. Et à nouveau, un plan qui est très centré, très bien composé. Apparemment, il va être dans la merde parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs ascenseurs qui s'ouvrent. Je vois plusieurs trucs qui sont en train de commencer à s'ouvrir. Là, du coup, on a une contre-plongée qui est intéressante. Le plan lui-même a très peu de couleurs. C'est du sépia, presque. Sépia un peu verdâtre. Ça doit être l'extérieur du bureau de la TVA. C'est peut-être une ville dans le futur. Et c'est là que s'est installée, du coup, cette entreprise du futur. Parce que ça ressemble vachement à une ville futuriste, là, vu comme ça, où ça ressemblerait à l'intérieur d'une machine, mais... je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas ce que sont ces grosses plaques, quoi. T'as l'impression que c'est des... On dirait que c'est des réacteurs comme pour les héliporteurs Avengers, là, vous savez, les gros trucs qu'ils avaient. Et cette contre-plongée, du coup, rend la démesure, du coup, de cet environnement. En mettant la caméra comme ça, très proche du sol, on permet, du coup, de voir le ciel et de se rendre compte jusqu'où la ville s'étend, parce que quasi toute l'image est remplie par la ville ou par l'usine ou je sais pas trop quoi, ce que c'est, et le ciel n'arrive que sur un tout petit coin sur le côté, donc ça montre aussi vachement la démesure du coup de l'environnement. Et si on n'avait pas mis la caméra comme ça, on aurait juste vu la perspective sur la ville, un truc très sombre. Là du coup, quand tu montres jusqu'où il faut aller pour voir le ciel, il y a quelque chose d'assez fort aussi au niveau du plan. Là par exemple, il y a une vraie raison à cette contre-plongée, parce que Loki est en position de contrôle, il est en train de dire c'est adorable que vous puissiez croire me manipuler. Il prend l'ascendant du coup sur la scène et il y a une raison tout à fait justifiée à le mettre en contre-plongée. À nouveau ici des jeux de lumière intéressants, on a la lumière naturelle de l'environnement avec ces néons qui sont au plafond, qui l'éclairent un petit peu, mais on a surtout cette lumière rouge qui doit probablement venir d'un truc d'alerte. Je trouve ça intéressant que dans la porte, là dans l'ascenseur, ils aient pris la peine de faire se refléter le reste de l'environnement. On voit les lumières du coup les autres lumières du truc qui sont en train de se refléter dans le truc, dans la porte, histoire d'arrêter de répéter le truc. Je trouve ça intéressant pour vraiment intégrer du coup l'effet spécial dans l'univers. Là, vous voyez, il est même pas net, il est vraiment en fond dans le flou. Et du coup, ça le rend très naturel, parce que c'est un effet qui peut être juste sur un côté du cadre, qui prend des lumières parasites, etc. Donc il y a quelque chose qui fait vraiment vrai dans cet effet spécial. Vraiment intégré dans son monde. À nouveau, on a une contre-plongée, probablement parce que il est en train de prendre le pouvoir, manifestement, il est en train de préparer sa fuite. J'adore exploser ces putains de moucherons quand ils me volent autour. Et on retrouve à nouveau ce travail des lignes de fuite, des points de fuite avec le plafond qui est au-dessus. Ce travail des plafonds, encore une fois. Ça, alors, c'est du plan 100% numérique, mais il y a quelque chose qui est quand même assez joli dedans. Ils doivent visiter une autre planète quelconque, qui est peut-être un des royaumes d'Asgard, ou un truc dans ce genre-là. Cette lune explosée en fond, là, c'est magnifique, avec ces feux gigantesques, sur un énorme plan paysage et tout. Là, pour le coup, c'est un plan qui aurait totalement sa place dans un des films du MCU, par exemple. C'est clairement, du coup, c'est l'atmosphère de cette planète qui a l'air d'être teintée de violet, quoi, et de pourpre. C'est plutôt cool. Ça fait une ambiance qui est vachement sympa, très alien. Vous voyez, c'est ce qu'aurait pu faire Star Wars, par exemple, dans les films 7, 8 et 9. Ils auraient pu faire des trucs dans ce genre-là, quoi, avec une lune détruite en fond, une atmosphère un peu mauvâtre. Ça n'existe pas, mauvâtre. Là aussi, un très beau plan au niveau composition, une symétrie absolument parfaite. J'ai l'impression que c'est le salle du trône d'Asgard, mais ça a l'air d'avoir changé aussi, mais cela dit, comme il voyage dans le temps, peut-être qu'elle est un peu différente à certains moments. Là encore, il y a un travail de la composition qui est absolument magnifique. Et puis le plan est très très large, donc tu sens du coup la démesure du décor avec ça. Là aussi, un décor que j'ai trouvé vachement intéressant et vachement original, ce décor avec cette espèce de marbre zébré, ce marbre noir zébré de blanc, mais d'un blanc qui a l'air d'être une matière un peu bizarre. Je sais pas du coup ce que c'est comme endroit. Est-ce que c'est un endroit qui a vraiment été construit dans ça? On dirait que ça a été taillé dans la roche, du coup, presque. Ou est-ce que c'est un endroit qui subit les craquelures du temps, et du coup c'est pour ça que ça marche pas? Pour le coup, j'ai pas vu un truc aussi intéressant, par exemple, que ça, et un truc aussi con que ça, des zébrures dans un mur, quoi. J'ai pas vu un truc comme ça dans la MCU. Alors il y a l'air d'y avoir pas mal de rotation de la caméra sur son axe, parce que c'est au moins la deuxième qu'on a là depuis le début du trailer. Je sais pas ce qu'ils vont indiquer exactement dans la série. Normalement, on fait ce genre de plan pour dire que quelque chose ne va pas, que la situation tourne dans le mauvais sens, etc. On a vu un plan comme ça dans Black Panther quand Killmonger accède au trône. Il y avait quelque chose qui allait pas bien et le plan commençait à l'envers et se retournait ensuite pour arriver à l'endroit. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont l'utiliser ici, mais ça rend un truc super intéressant. Et ce qui est intéressant surtout, ça va avec un décor en hauteur comme ça, quand on est en plus en cadre cinémascope. La largeur qui en principe devrait pas mal nous limiter dans l'appréhension de la grandeur et de la hauteur de cet environnement. Disparaît du coup grâce à ça, puisqu'on peut filmer dans le mauvais sens entre guillemets, on plan portrait au lieu de paysage, mais du coup on a grâce à ça toute la hauteur sous plafond qui est rendue dans le plan, même si le plan à la base est un peu serré parce que c'est du cinémascope et qu'on essaie d'être un peu proche du personnage quand même pour voir un peu ce qui se passe sur son visage, lire les émotions de son visage.
Ça, j'ai un petit doute, c'était pas le centre commercial, justement? Ou est-ce que c'est... Oh, je sais pas, il y a des trucs qui font un peu 90s et 60s dans les décors, là, dans les environnements. C'est peut-être le bureau de la TVA qui a été attaqué, ou un truc dans ce genre-là? Et je sais pas qui sont tous ces gens, du coup, qui sont autour de lui. Donc c'est pour ça, la série, elle a l'air intrigante, quoi. Le scénario a l'air d'aller dans des endroits qui sont assez intéressants. Il y en a un qui porte un masque qui ressemble presque à celui de Loki, avec des grosses antennes, là. J'aime bien le petit badge Loki président. Je sais pas je sais pas dans quel délire ils vont partir, mais ça a l'air assez particulier. Là aussi, on a du coup une opposition de couleurs qui est vachement intéressante. On a cette opposition entre le orange doré, du coup, qui arrive de l'ascenseur derrière. J'ai l'impression que c'est l'ascenseur ou un couloir. J'ai l'impression que c'est le couloir qu'on a vu à un certain moment. Et de l'autre côté, du coup, cette pierre, encore une fois, très bizarre, avec... c'est pas du béton coffré, c'est de la pierre taillée, mais un peu... d'une façon un peu spéciale, et il y a une ambiance qui est très bleutée, bleu-vert un peu, qui contraste du coup vachement avec l'ambiance extrêmement jaune, du coup ça fait une opposition entre une couleur très chaleureuse et une couleur très froide, et puis la composition bien sûr, il est extrêmement centré, t'as les escaliers qui arrivent sur les deux côtés, ce truc de lumière qui arrive pile poil au milieu, esthétiquement le plan il est magnifique là. Et c'est très bien étudié parce qu'on a un acteur du coup afro-américain à peau noire assez foncée, et malgré tout, dans une ambiance très peu lumineuse et avec une lumière qui arrive principalement derrière elle, on voit parfaitement son visage, on arrive quand même parfaitement à la lire, donc il y a quelque chose de très bien pensé au niveau de la lumière. Là, on a un plan Blade Runner 2049, il y a de la fumée partout, il y a de la lumière orange, il y a des néons mauves, etc. Je sais pas dans quoi ils sont, sans doute un futur post-apocalyptique, un truc dans ce genre-là, ou en tout cas un futur, une dystopie, un futur complètement en couille. Ça va être intéressant aussi, enfin là aussi, il y a un univers qui m'intéresse et qui m'intrigue, qui me donne envie de le suivre, quoi. Là, pour le coup, une pièce qui est un peu particulière dans le bureau de la TVA, manifestement, parce que l'ambiance est plus verdâtre que dans le reste, et il n'y a pas du tout les couleurs beige, marron et orange qu'il y a dans tout le truc. Donc, peut-être une époque différente, hein, peut-être que chaque étage a une époque un peu différente, un truc dans ce genre-là. Mais du coup, il y a quelque chose qui est assez intéressant, parce que là, cette fois-ci, on a les couleurs de Loki, on a du vert, et justement, c'est le moment où ils sont en train de passer plus ou moins un accord. Donc il y a quelque chose de particulier dans cette scène, je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose de particulier. Là encore, dans ce montage de flash, avec un flash sur plein de scènes là, très différentes, des couleurs très particulières, il y a une opposition entre le bleu, dans lequel j'ai cru voir du coup la nana rentrer dans l'autre plan, et puis cette forme rouge là en néon sur le fond, je sais pas ce que c'est, encore une fois, c'est un néon, si c'est un pouvoir magique, un machin, mais esthétiquement ça fait des beaux contrastes et des belles oppositions de couleurs. Là ce plan pareil il est très particulier, enfin la composition est vachement sympa, il y a une certaine symétrie avec les deux rochers qui sont au milieu, mais tout le reste est très au contraire très asymétrique, mais il y a du coup ce travail avec cette lumière pourpre qui est très particulière, il y a ces espèces de déchets radioactifs qui sortent dans des tuyaux là au fond qui créent une lumière au fond de l'image, tu sais pas d'où elle sort, ces deux gros spots là qui les éclairent, et puis ces météorites qui tombent un peu partout, le plan du coup fait très particulier, enfin il y a quelque chose dans la composition qui passe vachement bien. Et du coup, je crois que cette meuf, c'est pas Black Widow. Pas sûr à 100% en tout cas, mais je suis pas sûr que ce soit elle. Apparemment, il y a des rumeurs comme quoi ce serait un autre personnage du coup du MCU. J'essaye de pas trop suivre ces trucs parce qu'au final, je me fais spoiler des trucs dans les séries, donc j'essaye de pas trop suivre les... on va regarder toutes les allusions, tous les easter eggs et tous les machins qu'il y a dans le truc. Au final, tu fais non, vous allez du coup me sortir tout l'historique de tous les personnages, enfin, il faudrait bien essayer de le découvrir avec la série, quoi. Apparemment, on pourrait avoir des surprises avec cette forme, ce serait peut-être pas Scarlett Johansson. Là, du coup, on revient aux codes couleurs habituelles, le marron, le beige, un truc un petit peu orangé, jaunâtre, et puis un retour de la forme ronde, du coup, dans ce plan-là, puis avec tous les petits points là qui sont affichés au plafond, je sais pas ce que c'est non plus. Là, pareil, ce plan, là, esthétiquement, il est magnifique. Cette pièce qui est entièrement bleue avec ce feu parfaitement jaune au milieu, le bleu et le jaune sont des couleurs opposées, comme le vert et le rouge. Ça rend quelque chose d'absolument magnifique, quoi, ce contraste. Et c'est le lieu où il y a des lézardures, des fissures bizarres dans les murs, etc. Ce plan est super bizarre. On dirait qu'il le prend en photo en train de faire le con devant... c'est quoi, c'est une éruption volcanique? Je crois que c'est Grace Randolph qui a dit... elle croyait qu'il était à Pompéi en train de prendre une photo avant l'éruption du Vésuve, un truc dans ce genre-là. Enfin, c'est... Je sais pas, il y a l'air d'avoir des délires intéressants, quoi, dans cette série. Franchement, je trouve qu'il y a l'air d'avoir des délires qui sont particulièrement sympas dans cette série. Et puis cette musique, encore une fois. Je trouve que ça rend super bien. Et puis ce petit habillage là avec toutes les lettres qui flottent. Donc voilà, moi j'avais vraiment envie de vous parler du trailer de Loki parce que je suis sur le cul. Leur série m'intéresse à fond. Falcon and Winter Soldier, je fais pas encore de vlog, j'attendrai la fin de la série. Je mets mon t-shirt, excusez-moi. J'attends la fin de la série, mais... sans être un truc dont je suis ultra fan, parce que je suis pas très fan de ces histoires d'espionnage, des trucs dans ce genre-là, il y a des sujets qui sont traités de façon vachement humaine et profonde et intéressante dans cette série, et il y a un travail de l'esthétique aussi dans Falcon and the Winter Soldier qui est vachement intéressant. Donc, c'est super space, t'as l'impression que toute leur audace, ils l'ont foutu sur les séries, quoi. Et évidemment, ça marche pas. Évidemment, il y a des mecs qui sont en train de gueuler, en train de dire que c'était pas bien,
comprennent pas ce qui se passe, oh, vous avez pris cette décision-là, elle est pas cool par rapport aux fans, on avait imaginé ça, etc. C'est en train de... Enfin, c'est catastrophique. En même temps, c'est leur faute, MCU, hein. Ils avaient qu'à pas vous élever à aimer de la merde, insipide et sans goût. Du coup, maintenant, quand ils font quelque chose qui est un petit peu créatif et original, bah, ils se prennent le retour de flamme dans la gueule, quoi. C'est... À force d'avoir habitué les gens à bouffer des trucs qui n'ont pas de goût, bah, dès que tu mets un peu d'épices, les mecs, ils ont la bouche en feu et ils disent que c'est pas bien. Donc voilà, moi j'ai envie d'encourager Loki et j'ai envie de vous encourager à regarder Loki et je ferai un vlog sur Loki dès qu'il va sortir parce que ouais, j'ai très envie de voir ce que ça va donner cette série, quoi. Autant, c'est marrant, hein, c'est peut-être un des trucs qui m'avait le plus énervé dans le film, de voir que Loki avait évidemment trouvé un moyen de revenir à la vie et qu'il était parti dans un coin du film sans qu'on n'ait jamais expliqué ce qui s'était passé. Et finalement, ouais, la série, elle me donne vachement envie. Mais, contrairement à ce que m'ont dit beaucoup de gens, la série n'a pas l'air tout à fait liée à ce qui se passe dans le film et n'a pas spécialement expliqué ce qui se passe dans le film. Donc c'est des réponses que j'ai reçues à l'époque. Ah mais t'inquiète pas, ils expliqueront ça après, etc. C'est oui, ils vont expliquer un truc, mais ils vont surtout raconter leur propre histoire dans un coin. Ils n'ont pas vraiment expliqué pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on libère Loki, qu'on ramène Loki, etc. Si ce n'est parce qu'il marche bien, quoi, au niveau du public. Donc là pour le coup, celui-là, ça c'est une série que j'attends, quoi. C'est la première réaction à un trailer de série que je fais. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, je voulais faire ce petit retour sur Loki. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, regardez ou allez voir des films. Ciao.